Bonjour à tous, merci Emmanuel pour cette introduction. Nous allons donc avoir une table ronde de 40 minutes autour d'un sujet, la vallée de la Seine, une grande destination de tourisme vert et culturel. C'est vrai que la Seine a toujours été, depuis déjà un moment, une source d'inspiration pour les artistes, pour des personnes du monde culturel et aussi en termes d'écologie. Si on prend un bateau et qu'on va de Paris au Havre, on a l'occasion de croiser de nombreux monuments, de nombreux beaux bâtiments d'ailleurs même. Et on va prendre le temps d'y revenir et notamment aussi de s'interroger sur ce qu'est le tourisme durable, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler. Nous avons un plateau avec 4 personnes. D'abord Anne Lebellego, directrice de la Maison de l'Architecture de Normandie. Jacques Charon, président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine. Julien Buot, directeur de l'association Agir pour un tourisme durable. Et Alexandre Bernusset, DGA, responsable du pôle Attractivité, Culture et Territoire du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Jacques Charon, pour commencer, j'imagine que quand on dirige un parc naturel, le concept de tourisme durable, il est demandé aussi par les touristes aujourd'hui. Bien sûr. Alors, je vais tout de même commencer par quelques mots de présentation. Boucles de la Seine normande, je me permets d'insister naturellement. Ce parc naturel, il est sa caractéristique située entre la métropole rouennaise et la communauté urbaine du Havre. 106 000 habitants, 7 intercommunalités, et un territoire sur lequel nous avons 25% de zones humides et 30% d'espaces forestiers. Il a pour particularité, dès son origine, de se situer dans une vallée industrielle. Et encore aujourd'hui, c'est une caractéristique majeure du territoire. Naturellement, nos visiteurs sont intéressés par le patrimoine à caractère environnemental, mais dans un environnement industriel. Donc c'est une particularité de notre territoire. 106 000 habitants, c'est une forte densité par rapport à d'autres espaces, d'autres parcs naturels français. Alors, ce qu'on fait dans un parc, je me permets quand même de le rappeler, c'est tout d'abord de préserver l'environnement, la culture, le patrimoine paysager, aménager le territoire, développer, informer, accueillir et innover. Je rappelle que notre slogan national, c'est « Une autre vie s'invente ici ». Et lorsque l'on parle de tourisme, il faut déjà les caractériser. Je pense qu'on va l'évoquer très rapidement ce matin. Bien entendu, nous accueillons des visiteurs extérieurs à notre région. Mais pour moi, en tant que président, ma première préoccupation, c'est de s'intéresser à nos tourismes locaux, puisque nous sommes tous des touristes sur notre territoire. Et il y a une nécessité d'appropriation de cet espace, de ces caractéristiques, par l'ensemble des habitants. Alors des habitants de la région, mais aussi des habitants de nos communes. Et il est vrai que ces derniers mois, ces 2 dernières années pratiquement, la pandémie nous a amené à plus travailler sur cette cible-là. Alors ce que recherche bien entendu, dans un parc naturel, les visiteurs, c'est avant tout le contact avec la nature. Nous avons donc des spécificités, notamment sur l'ornithologie, qui intéressent beaucoup, mais c'est aussi de pouvoir participer, de découvrir. Et je crois que c'est dans un pays qui est aussi riche en termes de patrimoine, pouvoir participer, découvrir, encore une fois, au plus près des acteurs, c'est ce qui intéresse beaucoup. Vous aviez, au niveau des parcs naturels, toujours eu ce côté vert finalement. Est-ce que ça attire plus aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est une dimension, ça fait partie de notre ADN, vous avez tout à fait raison. En même temps, c'est encore une fois dans une approche globale de la part du visiteur. Quand il découvre notre région, il est dans un environnement où il y a de la nature, mais il y a aussi un patrimoine bâti, historique, voire industriel. Alors, ce n'est pas notre rôle à nous de trop insister, de trop valoriser ces espaces-là qui ne sont pas dans nos périmètres, ou très peu, mais en tout cas, on ne peut pas l'ignorer. Par contre, bien sûr, être au plus près, participer à des rendez-vous nature, par exemple, où on va avoir des experts ornithologues, ichthyologues, etc. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais on essaie de faire partager l'expertise de l'équipe du parc à des visiteurs en petits groupes qui vont découvrir la réserve naturelle ou des espaces forestiers particuliers. Anne Lebellego, j'imagine que vous avez été sensible à ce qu'il vient de dire sur le côté
il faut aussi s'intéresser aux habitants qui sont les premiers touristes d'un territoire. Il faut en faire des ambassadeurs, en fait, pour qu'ils puissent aussi en parler. Alors c'est la posture que défend la Maison de l'Architecture à travers son festival Zigzag. Et en effet, on travaille ensemble. Quand on dit développer le tourisme le long de la vallée de la Seine, pour nous, on n'en est pas là. Aujourd'hui, les premiers à convaincre, ce sont les habitants, qu'ils habitent et qu'ils sont riches d'un patrimoine vivant, peut-être qu'ils méconnaissent, et de partager avec les riverains, les visiteurs, les habitants, le citoyen, la connaissance de son cadre de vie, de son habitat, de la commune qu'il habite, c'est un objectif pour nous. On parlait en effet de villes, de formes de villes. Alors sur la vallée de la Seine, il y a des villes de la reconstruction, des villes médiévales, des villes nouvelles. Il y a des zones naturelles, mais il y a aussi des zones industrielles. Il y a des pavillons, il y a du périurbain. C'est pas forcément là qu'on amène les touristes, en tout cas dans un produit touristique. Pour autant, pour nous, c'est de mettre en récit tout ce territoire qui est important et donc de le partager avec les habitants pour que peut-être ils soient des ambassadeurs de ce territoire particulier. Je crois qu'Adrien avait une question sur le festival Zigzag, justement. Ça tombe bien que vous en parliez. Exactement. Bonjour à tous d'abord. J'avais une question parce que donc, la Maison d'Architecture de Normandie, dont vous êtes la directrice, est à l'initiative de ce festival-là, que je vais essayer de résumer du mieux possible, qui est un festival de l'architecture et des arts de l'espace qui se déroule, il me semble, du 25 septembre au 10 octobre. C'est parfait. Ah, voilà. Et qui vise notamment, donc, comme vous l'avez dit, à promouvoir le tourisme au sein de la vallée de la Seine, mais aussi à s'interroger sur la manière dont ce fleuve dessine, entre guillemets, les paysages de la région. Et je voulais vous demander, donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce festival ? Et notamment, vous avez commencé à en parler, la manière dont il va essayer de réunir les acteurs privés comme publics du tourisme de la vallée de la Seine. Alors, vous avez dit l'essentiel, merci. Ce festival, c'est la 3e édition et il s'ancre dans la vallée de la Seine. Il est porté par une association qui est la Maison de l'Architecture, qui a pour mission de faire découvrir, faire comprendre l'architecture, l'urbanisme, le paysage. Et on a pendant longtemps développé des projets et pour nous, la vallée de la Seine s'est imposée. Aujourd'hui, la vallée de l'Axe Seine, c'est une stratégie. Nos élus en parlaient en début de matinée. Il manque, en tout cas c'est notre point de vue, un grand projet culturel pour fédérer la vallée de la Seine. Cette vallée de la Seine, elle est riche, je l'ai cité tout à l'heure, d'architecture, de projets urbains qui sont méconnus. Et donc l'objectif, c'est d'emmener les habitants, d'emmener les visiteurs, les participants dans les endroits dont on parle, parce qu'on fait l'expérience que de parler d'architecture, de parler d'urbanisme, de parler de densité urbaine, Édouard Philippe en parlait tout à l'heure, c'est compliqué et qu'on ne peut le comprendre qu'à partir du moment où on le comprend mieux, à partir du moment où on est dans l'espace, dans l'endroit dont on parle. Donc c'est vraiment l'objectif de Zigzag. 15 jours le long de la vallée de la Seine, emmener les gens en ville, en campagne, en périurbain, avec des événements qui sont des visites, des parcours, des randonnées curieuses, des installations ou tout autre événement finalement qui permettrait le contact avec cette notion d'espace. Voilà. Alors on travaille avec de nombreux acteurs. Pardon. Non, non. Vous me demandiez aussi avec qui on travaille. On travaille avec les acteurs qui sont sur la vallée de la Seine et qui connaissent ces sujets. Donc le parc, les associations, les villes, les collectivités, de nombreuses associations, les conseils en architecture, urbanisme et environnement, les agences d'urbanisme, pour partager cette connaissance du territoire. Merci pour votre réponse. Julien Buot, on a déjà dit plusieurs fois tourisme vert, tourisme durable, tourisme culturel, sémantiquement parlant, tout ça. Vous, j'imagine, vous avez des petites réponses peut-être pour nous. Oui, déjà, merci pour l'invitation et bon anniversaire au forum. Ça fait longtemps qu'on parle de tourisme durable. On a aussi parlé de tourisme éthique il y a 20 ans, quand je suis tombé dans la marmite. C'est déjà un sujet à l'ordre du jour, mais c'est vrai que la pandémie a révélé l'urgence de faire évoluer nos modes de production, de consommation du tourisme. Peut-être de relocaliser sans forcément s'interdire un voyage lointain, mais peut-être de manière plus exceptionnelle. C'est vrai que la Normandie recevait
voyageurs du monde entier et on était très contents de pouvoir les accueillir. Mais cette question de la place de l'habitant, est-ce que ça ne doit pas redevenir le premier public cible? C'est un vrai sujet quand on parle de tourisme durable parce que forcément à l'heure de l'urgence climatique, on doit s'interroger sur l'impact des mobilités touristiques sur le changement climatique. On organise ici même la semaine prochaine les universités du tourisme durable. 400 personnes de toute la France vont venir travailler sur les grands enjeux. Et je pense qu'il est temps aussi de sortir de la niche dans laquelle peut-être le tourisme durable s'est un peu enfermé. On parle d'écotourisme, de tourisme vert. C'est vrai que le tourisme durable ne doit pas s'enfermer dans un type d'espace, dans un type de tourisme en particulier. On parle de la croisière fluviale maritime. On pense qu'elle a elle est en train de se mettre en transition. Elle est sous le feu des projecteurs. Elle est accusée. On pense qu'aujourd'hui, elle a aussi des moyens de se défendre. Et on leur donnera la parole lors des universités la semaine prochaine. Et puis, dans les sujets auxquels on est très sensible, c'est le développement de nouveaux itinéraires. Je pense à la Seine à vélo. Moi, je représente un label de voyagistes qui, à nouveau, organise des voyages à l'autre bout du monde, mais aussi en France. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande demande de tourisme à vélo. Or, aujourd'hui, les territoires, la Normandie en particulier, n'est pas forcément si bien dotée que ça pour accueillir ces voyageurs. Hein. Et puis, quand on regarde l'itinéraire La Seine à vélo, on s'aperçoit, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, que le patrimoine industriel passé et présent, à venir, en fait, il fait partie de l'attractivité en fait, de la destination et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte, il faut faire du tourisme un outil de médiation et le faire découvrir à ces visiteurs qui vont venir cheminer tout au long de la Seine à vélo. Ça c'est une filière qui doit s'organiser et il y a encore beaucoup de chemin pour que ça puisse être possible, mais je sais que les industriels sont très intéressés par cette idée d'ouvrir les portes. C'est vrai que nous, en tant que journalistes, donc nous on est un média qui est spécialisé dans les territoires, on a cette impression de temps en temps, quand on va voir des sujets liés au tourisme durable, justement, qu'il y a un côté communication qui est très présent. Et parfois, on va par contre sur des territoires où on voit qu'il y a la communication et le projet qui suit derrière. Si on ne veut pas se tromper, je pense qu'il faut quand même... C'est au cœur de la réflexion de mon association tout particulièrement. Hein, Agir pour un tourisme responsable, ça a été une association pionnière qui a au départ réuni les tours opérateurs d'aventure. Hein, et puis très rapidement, ils se sont rendus compte de l'urgence d'apporter des garanties sur l'engagement. Alors peut-être que le tourisme ne peut pas être responsable, mais en tout cas on peut tous prétendre agir pour qu'il soit un peu plus responsable et donc on a mis en place dès 2006 un label, une certification, engagement de service pour démontrer que ce n'était pas que du discours mais que ça pouvait se décliner dans les faits. Et puis on s'est aperçu en construisant les engagements que contrairement peut-être à d'autres activités, du comportement du consommateur dépend aussi le caractère responsable du voyage. On prenait l'exemple du café, je crois, sur la table ronde précédente. Bon, finalement, du comportement du consommateur dépend peu le fait que la filière soit équitable, soit sobre en carbone, alors que nous, on a besoin que les consommateurs soient associés à la démarche. Donc ça fait partie des grands engagements du label, c'est comment le tour opérateur dialogue avec ces voyageurs pour qu'ils adoptent un comportement responsable. Et puis, une grosse partie du travail réside dans l'implication de l'ensemble des fournisseurs, les entreprises de transport, ceux qui font l'hébergement, et les guides, et de plus en plus, les habitants sont associés à la notion d'hospitalité, d'accueil. Donc oui, on est conscient que loin du greenwashing, on est peut-être tombé depuis une dizaine d'années dans le travers inverse. On appelle ça le greenwashing, l'éco-chuchotement. On s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément d'initiatives, mais il y a une forme de pudeur des entreprises parce qu'elles savent très bien qu'elles sont potentiellement sous le feu des projecteurs et peut-être pas complètement à la hauteur toujours des enjeux, mais voilà, nous on les encourage à pas confondre pudeur et humilité. Je pense qu'il faut rester toujours très humble quand on promet faire un tourisme plus responsable, mais ne pas hésiter de l'afficher, de le partager avec ses clients. Voilà. Je pense qu'à nouveau, c'est aussi du comportement de l'ensemble de nos concitoyens, de nos visiteurs, que dépend aussi l'évolution du tourisme. Alexandre Bernucet, justement, sur un exemple local, vous êtes au département des Hauts-de-Seine, vous réfléchissez à la stratégie touristique. Vous me disiez, en préparant cette table ronde, on a à la fois une logique de Seine pour avoir des lieux touristiques importants, mais il faut aussi réfléchir à la Seine comme moyen de transport aussi entre ces différents lieux. Oui, alors les Hauts-de-Seine, la Seine donne son nom
au département. Et vous avez cité l'histoire de la Seine avec les peintres, mais on se rend compte que pendant un certain nombre d'années, le département, les villes ont un peu tourné le dos à la Seine. Ça a été le lieu de construction d'infrastructures et beaucoup d'autoroutes. La Défense qui a été construite n'a pas de lien avec la Seine. Et depuis plusieurs années, le département s'emploie à recréer des lieux d'attractivité le long de la Seine. Donc ça prend chez nous deux grandes formes. Une forme culturelle très forte, avec beaucoup d'équipements culturels qui sont portés par le département et qui sont réalisés à proximité immédiate de la Seine. Alors je vais en citer quelques-uns. On a la Tour aux Figures, qui est une œuvre de Jean Dubuffet. On a la scène musicale, que vous connaissez tous, qui a été mise en service il y a quelques années. Le musée Albert Kahn, qui sera livré en début d'année prochaine. Et puis, on envisage de construire un grand musée, le musée du Grand Siècle, à l'horizon 2026. Tous ces équipements culturels sont à proximité immédiate de la Seine. Et ça s'inscrit vraiment dans une volonté du département de faire de la Seine un axe culturel majeur. On appelle ça la vallée de la culture, c'est notre marque autour de ça. Il y a un deuxième axe qui est l'axe nature aussi, parce que même si le département des Hauts-de-Seine est un département effectivement très urbain, on a des actions très fortes pour améliorer l'accès à la nature de nos habitants, et ça passe aussi par un certain nombre d'équipements autour de la Seine. Il y a beaucoup de parcs départementaux autour de la Seine qui sont développés, qui sont des lieux d'attractivité. On travaille aussi à faire en sorte d'améliorer la qualité de la Seine en elle-même. On a des bateaux qui nettoient la Seine dans notre département. Donc tout ça, ce sont des vecteurs d'attractivité et de tourisme autour de la Seine. Et en cohérence avec ces grands axes de développement, effectivement, on déploie aujourd'hui des projets concrets pour permettre au tourisme, et en particulier au tourisme local. On s'inscrit aussi évidemment dans cette volonté de mieux accueillir nos habitants et les habitants des départements limitrophes dans nos équipements. Donc on déploie des projets concrets pour amener les personnes dans ces équipements. Et ça passe par d'abord des sujets de tourisme fluvial. Donc on a deux grands projets. Un premier projet, c'est de chercher à développer des bateaux promenades comme on peut les connaître à Paris. À Paris, la Seine, c'est le 4e monument le plus visité de Paris. Et on voudrait que ce type de modèle économique puisse aussi bénéficier aux Hauts-de-Seine à travers les équipements culturels que je venais de décrire, pour pouvoir avoir des bateaux qui vont des Hauts-de-Seine à Paris, de Paris aux Hauts-de-Seine, ou même que à l'intérieur des Hauts-de-Seine, pour pouvoir mettre en relation nos différents équipements. Et puis on cherche aussi, le deuxième projet très concret, c'est de développer des navettes entre les différents équipements que je vous indiquais, nos parcs, nos musées, pour qu'on puisse avoir des visiteurs qui viennent passer la journée dans les Hauts-de-Seine, qui aillent au musée du Grand Siècle, à la scène musicale, au parc de Saint-Cloud, et tout ça à travers des navettes entre nos équipements. Donc voilà, on est inscrit là-dedans, on se rend compte que c'est compliqué, il y a encore des freins à ça. Il y a des modèles économiques à trouver qui ne sont pas encore là. On cherche aussi des acteurs qui ont envie de s'engager pour nous accompagner dans ces volontés-là. Il y a des équipements qui ne sont pas encore tout à fait au niveau, des escales pour pouvoir accueillir ces bateaux. Je pense aussi que c'est important, si on veut aller dans ces développements-là, qu'on puisse aussi avoir des transitions énergétiques et écologiques, vous en parliez tout à l'heure, des bateaux qui naviguent sur la Seine, voilà, puisque aujourd'hui ça c'est encore devant nous, et c'est à mon avis un point aussi important pour pouvoir développer ce tourisme fluvial. Mais on s'inscrit vraiment dans une stratégie d'attractivité et de tourisme à travers la Seine globale, et pour plusieurs années encore. C'est vrai que c'est intéressant aussi là en termes de communication entre un touriste qui irait entre différents monuments qui sont au bord de la Seine sans forcément s'en rendre compte et en se disant juste tiens là il y a la Seine, ou un touriste qui fait le déplacement sur la Seine, il se dit j'ai passé la journée sur la Seine, et ça valorise vachement le patrimoine. En termes d'aménagement, Claire, tu avais une question je crois. Oui, tout à fait, merci. Donc oui, on parle d'écologie, on parle de tourisme, et effectivement ce serait un idéal de pouvoir concilier les deux, voire même un besoin maintenant. Mais donc de manière très concrète, quels seraient les besoins en termes d'aménagement pour rendre la région accessible à un tourisme véritablement durable ? Qui veut répondre ?
Moi, je veux bien tenter une réponse. C'est quelque chose qui est un peu peut-être inattendu, mais je pense qu'en fait, on sous-estime le pouvoir que le tourisme a pour transformer notre région, la mettre sur les rails de cette transformation écologique et sociale que tout le monde appelle de nos voeux, parce que en voyageant, on fait l'expérience sensible qu'il est possible de consommer, de produire autrement, il est possible d'aller à la rencontre de l'autre, qui habite pas forcément à l'autre bout du monde, mais on a beaucoup de choses à apprendre quand on voyage. Et je trouve que ça passe par de la médiation, ça passe par des guides qu'il faudra former, ça passe par de la signalétique, ça passe par des applications, ça passe par énormément d'outils pour montrer que en fait, le tourisme est une forme de média. Il est un outil pour faire passer des messages. Et au-delà d'un écran de télévision ou un écran de téléphone, on va rencontrer des gens, on va faire l'expérience sensible, on va goûter, on va voir, on va ressentir beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est en utilisant ce pouvoir du tourisme qu'on peut en faire un très bel outil pour que la région se mette sur les bons rails de cette transformation écologique et sociale. Et à nouveau, la vallée de Seine, c'est un bon exemple, quoi. On se rencontre in situ des évolutions du climat local. Je crois qu'il y a le GIEC normand qui est intervenu ou qui va intervenir, voilà, on s'aperçoit que c'est pas quelque chose qui est pour demain, c'est dès maintenant le changement climatique et il faut s'y préparer. Et on va aussi en faire tous l'expérience sensible à travers nos expériences de voyage. Bon, en sachant que la Normandie, elle n'est pas si en retard que ça par rapport à d'autres régions, hein. Moi, je travaille aussi avec la région, je ne l'ai pas dit, mais j'habite à Bernay, qui est sur la rivière Charentonne, qui se jette dans la Risle et qui se jette dans la Seine. La Seine, c'est aussi tous ses affluents, c'est tout un maillage de rivières, et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'appuyer, mais je pense que les acteurs normands sont peut-être un peu trop pudiques, à nouveau, j'y reviens, sur ce sujet de la communication. Certains accusent les acteurs du tourisme de ne pas assez communiquer, moi je pense que de trop communiquer, je pense qu'au contraire, ils ne communiquent pas assez, on s'aperçoit qu'il y a énormément de petites pépites de tourisme durable, sauf qu'on ne les connaît pas. Et il est temps, et on travaille avec Normandie Tourisme sur ce sujet, et on accueille les universités du tourisme durable la semaine prochaine pour un petit peu sortir de notre cachette. Jacques Charon, sur ce côté aménagement, ça demande aussi de réussir à faire bosser tous les acteurs ensemble. Et vous, sur votre parc, vous avez beaucoup d'acteurs très différents. Oui, alors, beaucoup d'acteurs, et en plus, on l'a dit, attachés à la question de l'environnement. Et il y a un vrai débat, c'est-à-dire que faire découvrir un environnement à préserver, c'est quasiment antinomique, puisqu'on amène du public sur des endroits qui sont à préserver. Et je peux citer en Vallée de Seine deux cas. Nous avons dans le Marais Vernier une réserve naturelle qu'il faut absolument préserver, où il y a très très peu de passages. Donc là, ce sont des rendez-vous du parc avec une poignée de personnes qui vont venir découvrir avec la responsable de la réserve. Et puis on a l'autre cas, un peu plus loin en face de Côte-Bécancour, Yves-en-Seine, où il y a justement une escale de tourisme fluvial sur la boucle de Bretonne. Le département de Seine-Maritime qui vient d'investir lourdement sur un espace naturel protégé qui est mis en valeur à la tourbière d'Orthoville, avec tout un cheminement, avec une démarche pédagogique, une découverte de l'environnement, de la tourbière, des espèces végétales et animales. Donc, il faut penser des aménagements, mais être en capacité, en même temps, encore une fois, de préserver la nature là où on veut amener du visiteur. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de préserver tout en accueillant. Comment vous faites au département des Hauts-de-Seine, justement, là-dessus ? Alors, nous, c'est une vraie problématique, puisqu'on a un certain nombre de parcs départementaux dans lesquels on accueille beaucoup de monde, puisqu'on est un département très, très urbain. Et puis, on a vu un appel à la nature avec la période qu'on vient de vivre. Et donc, on a énormément de parcs qui sont très, très occupés. Donc, on travaille à préserver des zones, à différencier différentes zones dans nos parcs, à gérer les accès pour pouvoir à la fois préserver, montrer, accueillir, avoir des points d'attractivité de nos populations qui sont en demande. Et donc, voilà, c'est toute la science et le professionnalisme de nos agents dans les parcs pour arriver à faire ça. Je voulais peut-être aussi dire un mot sur la mise en cohérence et le travail commun, en illustrant le travail qui peut être fait à travers l'association des départements de l'Axe-Seine, l'ADAS, vous en avez peut-être parlé ce matin. Donc les départements de l'Axe-Seine se sont réunis à travers cette association et travaillent justement sur ces questions d'aménagement pour un tourisme vert, et notamment beaucoup autour de la problématique du vélo dont vous avez parlé.
dont on pense, il y a un certain nombre d'infrastructures, il faut qu'on travaille sur l'accueil des cyclistes à vélo. Donc nous, au département des Hauts-de-Seine, on s'est inscrit dans un label aussi pour pouvoir promouvoir les équipements, les restaurants, les hôtels qui sont en capacité d'accueillir les touristes à vélo. Et donc il y a ce travail en commun des différents départements. Et il y a un travail aussi qu'on souhaite conduire, c'est l'articulation du tourisme à vélo et du tourisme fluvial, qui sont probablement très compatibles l'un avec l'autre. Et voilà, peut-être une nouvelle forme de tourisme vert et durable à développer à l'avenir. Anne Le Bellego, sur aménagement, il y a aussi ce que vous faites vous, en termes d'urbanisme. Alors c'est aussi faire comprendre ces aménagements. Moi, ce que je constate, c'est que quand on est sur les bords de Seine, il y a quand même très peu d'endroits pour débarquer, par exemple, encore aujourd'hui. Et les endroits où on peut débarquer, c'est des bus qui attendent les touristes pour les emmener à Étretat ou à Honfleur. Il manque des infrastructures. Donc, c'est aussi l'enjeu des années qui vont venir. C'est comment concevoir de façon durable, en connexion avec le territoire, avec le local, ces infrastructures, qu'elles soient bien calibrées pour un tourisme durable. Donc, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, il y a du travail quand même. On a un terreau extraordinaire, on a une matière, mais tout ce qui va être fait dans les années à venir va conditionner ce tourisme à venir. Et c'est à nous de l'inventer pour qu'il soit le plus durable possible. On va prendre la troisième question, sur notamment, je crois, l'axe entre Paris et les autres territoires. Effectivement, merci et bonjour. Alors ma question s'axe dans la continuité de ce qui a été dit dans cette table ronde, mais également sur la précédente. On a mentionné l'axe Reims-Paris et le développement de la ville de Reims, mais j'ai l'impression que ce développement est peut-être plus axé sur le domaine du travail, de l'emploi, etc., mais pas forcément sur le tourisme. Et donc je me demandais, quand on est dans une proximité si immédiate avec Paris, et quand les transports entre Paris et la région de Normandie, et par exemple la ville du Havre, se développent, comment est-ce qu'on lutte contre l'ombre que projette sur la Normandie, sur la vallée de la Seine, la ville lumière ? Est-ce que Paris est un atout ou est-ce que Paris est... La relation Paris-la Normandie, quoi, en fait. Comment est-ce qu'on lutte contre Paris ? Je veux dire, en termes de tourisme. Il ne faut pas lutter contre Paris, il faut travailler avec Paris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, le week-end dernier, c'était les Journées du patrimoine, et nombreux sont les étudiants de là où on est qui ont préféré se déplacer à Paris pour visiter Paris, contrairement au nombre plus petit de ceux qui sont restés au Havre pour visiter la Normandie et ses alentours. Et donc voilà, je me demandais comment est-ce qu'on rééquilibre ce sujet-là, comment est-ce qu'on augmente le nombre de gens qui restent en Normandie plutôt que ceux qui se déplacent vers Paris. Alexandre Bernucet, peut-être chez vous, c'est un avantage d'être à côté de Paris ou... Nous, la question se pose un peu différemment, parce que nous, on n'est pas Paris, mais on est Paris dans les Hauts-de-Seine. Donc le sujet, c'est que sur ces activités touristiques, il y a eu jusqu'à un moment une espèce de frontière. Je parlais tout à l'heure des bateaux promenades. Bon, ils s'arrêtent à l'entrée administrative de Paris. Or, derrière, on a ce que j'ai indiqué tout à l'heure, la Seine, le parc de Saint-Cloud. Et donc, nous, on veut vraiment travailler justement et bénéficier de ce qui se passe à Paris pour pouvoir créer une activité touristique en cohérence. Voilà. Et donc notre stratégie de développement d'équipements le long de la Seine, à cet endroit-là, à proximité de Paris, c'est justement pouvoir bénéficier de l'attractivité de Paris le long de la Seine et pour faire venir les gens dans notre département découvrir nos équipements qui sont, on le juge comme ça, tout aussi exceptionnel que ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de la frontière administrative. Donc pour nous, c'est un atout, ça doit être un atout. Et quand je parlais de tourisme local tout à l'heure, le tourisme local chez nous, il s'adresse aux habitants des Hauts-de-Seine, il s'adresse aussi aux habitants de Paris. On souhaite pouvoir attirer les habitants de Paris, venir aussi visiter nos équipements, qu'ils soient le long de la Seine ou pas d'ailleurs. On a aussi des équipements touristiques très qualitatifs, le parc de Sceaux, des choses comme ça, qui sont très accessibles depuis Paris. Et donc,
pour nous, il faut travailler avec cette densité et pouvoir en bénéficier. Alors je pense que la question se pose de manière un peu différente pour la Normandie. Je ne sais pas si l'un d'entre vous... Pour le parc, par exemple, vous avez des personnes qui viennent de Paris directement, ou au contraire, c'est une relation que vous essayez de travailler? Le public qui fréquente le territoire du parc, bien entendu, n'est pas exclusivement un public local. Alors je serais tenté de vous répondre sur les critères d'attractivité d'un territoire d'une manière plus générale. Historiquement, tout de même, la Normandie, ça a été le lieu de villégiature des Parisiens. Il y a un réseau d'infrastructures de qualité, routière et ferroviaire. C'est de la communication, c'est de la qualité de vie aussi. Et dans la notion de qualité, on a parlé de label tout à l'heure. Nous avons aussi un label Valeur Parc au niveau dans le réseau des parcs naturels sur de l'hébergement. Donc c'est aussi de l'hébergement de qualité qui va inciter les gens à venir. Après, doit-on se mettre en concurrence avec Paris? Je ne suis pas convaincu du tout. C'est plutôt, alors c'est le sens aussi de ces journées, c'est vraiment de la complémentarité. Et ce qui fait la différence, ce sont les caractéristiques de nos territoires, c'est ce qui les rend attractifs. Alors, chacun avec ses spécificités au niveau des différents types de patrimoine à valoriser. Je peux compléter? C'est vrai que quand on voit les offres entre des petits bourgs et Paris, on voit la programmation aux Journées du patrimoine le week-end dernier. Faut le dire aussi honnêtement, on ne peut pas rivaliser. Créer du projet culturel, du projet touristique, attirer, communiquer, avoir un projet bien pensé, qui tienne la route, qui soit qualitatif, eh ben, il faut des moyens. Il faut des moyens, et que les moyens sur ces projets-là, ils vont sur les grosses collectivités où il y a de l'ingénierie culturelle. Et aujourd'hui, les petites communes, elles ont du mal à exister, à imaginer, à se projeter, à réinventer des projets, des actions touristiques, culturelles qui permettent, qui soient à leur échelle et qui soient conformes à leur identité. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudra travailler. Et collaborer. Tout à fait. Julien? Oui, un sujet qu'on n'a pas abordé, enfin, moi je peux en témoigner, Bernay, on n'est pas directement sur l'axe Seine, moi je suis habitant de Bernay, on est rattaché via la Charentonne et la Rille, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on a quand même assisté à un phénomène depuis 2 ans d'arrivée importante sur un petit territoire comme Bernay, de Parisiens qui viennent s'installer. Et on parle de plus en plus de résidences semi-principales, donc on n'est pas encore dans la principale, on n'est plus dans la secondaire, et donc je pense que ça c'est un atout aussi très fort de notre région, d'accueillir aussi de manière... au-delà du week-end, des visiteurs qui vont aller demander de la rencontre avec le patrimoine, avec les habitants. Je pense que ça, c'est aussi un phénomène sur lequel il faut travailler. C'est une vraie opportunité. On a aussi une qualité de vie dans notre région qui nous permet de dialoguer entre Paris et la Normandie. Et quand on mise sur ce tourisme vert, est-ce que ça marche, justement, tous les 4? Et c'est vrai que ça a été longtemps un signal faible, en fait. Toutes les études démontraient qu'un d'un point de vue marketing, c'était pas si évident à démontrer. Bon, les derniers sondages là sont nets. Il y a eu un sondage IFOP avec le cercle de Giverny d'ailleurs, Alliance Tourisme France, et puis l'aéroport de Paris, qui a démontré que aujourd'hui clairement il y avait un vrai appétit des Français pour un tourisme plus durable. Alors après, ça veut dire beaucoup de choses derrière. Ça reste du déclaratif. Et puis ce sondage révèle aussi que c'est aux professionnels de se retrousser les manches pour essayer de garantir que l'impact est au rendez-vous et que l'expérience client, elle va être fabuleuse. Jacques Charon. Oui, alors, je dirais en complément, essayer de valoriser, d'amener nos visiteurs à s'approprier vraiment le territoire. Je crois que ça, c'est un élément fondamental. Je partage tout à fait quantité de maires qui voient arriver ces nouveaux migrants, alors nouveau type de migrants alternants avec la capitale, qui s'intéressent. Et tout l'enjeu, ça va être de les amener eux aussi à s'approprier le territoire, dans toute sa dimension, notamment environnementale. Parce qu'en plus, ils vont pouvoir ramener aussi d'autres personnes, ce fameux rôle d'ambassadeur dont on parlait, avoir des amis qui vont venir le week-end, pouvoir éventuellement avoir une source de touristes un peu nouveau. Ils deviennent également prescripteurs, vous avez tout à fait raison. Alexandre Bernucet, chez vous?
Est-ce que quand vous mettez un projet, vous vous dites, on communique sur le fait que c'est vraiment durable, ou est-ce que finalement vous dites, tiens, c'est une brique en plus? Non, non, la tendance actuelle et la volonté de nos publics et de nos élus, et que ça soit plus qu'une brique, c'est qu'on communique vraiment sur cet aspect-là. On s'est engagé, nous, au mois d'avril dernier, sur une nouvelle stratégie nature départementale, parce que ce que vous évoquiez là de l'exode des zones denses, pour nous c'est un challenge aussi, c'est-à-dire qu'on a vu nos habitants avoir cette volonté d'accéder à la nature et donc de quitter nos zones denses pour aller en Normandie ou ailleurs. Donc on s'est engagé dans une stratégie donc nature, comme j'ai indiqué. On a la chance dans les Hauts-de-Seine d'être un département urbain, mais d'avoir quand même beaucoup d'espaces naturels. Et donc le département investit très fortement sur l'amélioration de ces espaces, l'accueil du public dans ces espaces, la valorisation de ces espaces. Et donc le développement durable n'est pas une brique en plus, c'est un élément fort d'attractivité et de communication autour de notre offre touristique, de nature. Mais également, on sent que dans le volet culturel, ça devient un sujet aussi en attente de nos publics, c'est-à-dire le lien entre culture et nature. Voilà. Vous êtes d'accord, Anne Mélégo, sur ce côté culturel qui est de plus en plus recherché aussi, ou pas? Vous le voyez, vous? Oui et non, je vais vous faire une réponse de Normande. Oui, parce qu'on voit bien que les choses sont en train de changer et que cette approche du territoire, elle évolue. Pour autant, on est toujours dans une posture de militant. Aujourd'hui, dans l'articulation avec les offices du tourisme, dans l'articulation avec les collectivités, pousser, porter des festivals autour du cadre de vie le long de la vallée de la Seine, qui existe à côté de Normandie Impressionniste, par exemple, qui aussi s'inscrit dans la vallée de la Seine, c'est une posture de militant. Donc il y a encore du travail à faire. Et avec les collectivités notamment, parce que c'est vrai que pour monter tous ces projets-là, il faut travailler avec les différentes échelles de collectivités. Jacques Charon le disait tout à l'heure, les intercommunalités. Il y a combien sur votre territoire, vous avez dit? 7 ? 7, j'imagine qu'il y a... Et pas des moindres, vous l'avez compris. Et ce sont elles qui portent d'ailleurs le développement touristique. Les offices de tourisme sont de leurs compétences. Nous apportons des produits complémentaires, une valorisation de nos espaces. Dans ce qui va attirer, alors là, ça relève après de la stratégie de chaque territoire, mais dans ce qui va attirer, on a donc ces capacités d'accueil et puis on a aussi des éléments emblématiques du patrimoine naturel, culturel, historique que nous avons, encore une fois, que nous cherchons à valoriser auprès de nos habitants, mais qui sont aussi des vecteurs d'attractivité lorsqu'on développe sur le secteur de la vallée de Seine à Lillebonne des projets pour valoriser un théâtre avec le projet Jules Aubenas, un théâtre antique, eh bien c'est pour essayer justement d'avoir une image forte et d'attirer du public. Et cette collaboration avec les offices du tourisme, elle se fait bien, facilement justement? Oui, parce que nous amenons justement à des produits ou des lieux à découvrir qui correspondent, ça a été dit, à ce qu'attendent aujourd'hui nos visiteurs. C'est pas exclusif, ça n'est pas toujours et rarement exclusivement du tourisme de nature, mais c'est vraiment la découverte d'un territoire, de s'approprier son histoire, son environnement, son patrimoine dans toutes ses dimensions. Excusez-moi, j'avais juste une question. Bien sûr. C'était pour revenir par rapport à ce dont vous avez parlé de l'exode, donc de l'augmentation de touristes vers la Normandie. Donc vous avez parlé du fait que c'était un lieu de villégiature traditionnel, mais quel a été le rôle du Covid là-dedans? Est-ce que ça n'a pas donné une opportunité justement à ces régions, le fait que les Français ne pouvaient plus voyager à l'étranger et qui se sont un peu recentrés en fait sur des régions qu'ils connaissaient assez mal? Bah si, ça paraît assez évident, mais c'est pas si simple. Déjà parce que le Covid, il a aussi touché la France, donc c'était pas si facile de se déplacer.
On le voit, les chiffres du tourisme en Normandie cet été n'ont pas été excellents parce que les gens ont décidé très tardivement leur destination de vacances et comme la météo n'était pas au rendez-vous, c'est pas si simple de toujours bénéficier des opportunités offertes par cette pandémie. Mais oui, clairement, il y a eu un appétit, en tout cas pour l'été 2020, c'est évident. L'été 2021, c'est plus nuancé, de promotion, d'affichage de la destination. Après, pour revenir sur la question d'avant, je pense qu'il y a aussi, c'est très important de mobiliser les acteurs privés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs locaux qui ont des petites agences de voyage réceptives, qui travaillent en articulation avec les offices du tourisme. Il y a aussi à l'échelle de la région un nouveau collectif d'entreprises qui s'engage pour les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc il y a aussi tout un écosystème économique à mobiliser dans cette idée d'un tourisme plus durable. Ça, il va falloir capitaliser en tout cas sur les progrès qui ont été faits. Merci beaucoup pour cette table ronde, la qualité des échanges. Merci pour vos questions.